Hey, on est en direct. On est en direct. Bon, j'en ai encore plein la bouche parce que figurez-vous que je suis ici chez des amis qui, suite à la vidéo que j'ai pu faire cette semaine, où je dormais dans ma voiture, très gentiment m'ont proposé de venir chez eux. J'étais déjà chez un couple d'amis qui m'a reçu, et puis là, ces gens qui sont absolument adorables et qui viennent de m'offrir une très bonne dorade, voilà, qu'on vient de faire, et on l'a partagé avec le docteur, ici même présent, le docteur Trotter, qu'on aime tant sur cette chaîne. C'est vraiment un homme merveilleux, un homme de joie, de cœur, haut les cœurs, qui est vraiment une dimension à la fois humaine, spirituelle, une densité intellectuelle hors du commun. Et c'est vrai que les émissions qu'on fait avec lui sont vraiment parmi les plus belles qu'on ait pu faire sur cette chaîne, vraiment. Et je tiens vraiment à le remercier parce qu'en plus, il avait aujourd'hui même une réunion de famille, et il se trouve qu'il a abrégé cette réunion pour venir participer à cette émission. Docteur, bonsoir. Et bonsoir, eh bien on est tellement content de vous retrouver que Richard, lui, a eu à peine le temps de finir sa dorade et son bon verre, et moi, à peine le temps d'embrasser toute la famille parce que c'était l'anniversaire des 30 ans d'un neveu qui est le filleul de ma femme. Eh ben je leur ai dit, ben oui, 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 je peux pas rester, je suis désolé, j'étais tellement content de vous voir, mais cette émission, j'y tiens particulièrement. Cœur à vous retrouver avec Richard. Et je suis tellement heureux de voir comment Richard est accueilli par cette famille et que pour une fois, Richard ne boit pas son mauvais jus d'orange avant l'émission, ce qui est pour moi, le nutritionniste, une aberration totale, mais c'est comme ça, c'est Richard. Et là, enfin, il est bien nourri et j'en suis fort aise. Voilà, donc c'est vrai que c'est vrai, c'est des périodes qui sont très difficiles à passer. Alors je disais au docteur avant le début de cette émission, effectivement, j'avais reçu un nouveau coup au moral. On me dirait c'est pas le premier ni le dernier sûrement, mais bon, c'est que bah, vous allez voir hein, par vous-même. Euh, Malheureusement, j'ai déjà 2 avertissements sur cette chaîne, 2 avertissements sur cette chaîne, sur 3. Et donc voilà, les autorités qui ont décidé visiblement de nouveau avoir recours à la force pour essayer de me limiter, de limiter mon plan d'action, de limiter ma visibilité et de faire en sorte que je sois tu, en quelque sorte, et que je n'ai pas de plateforme de diffusion possible pour ces émissions du soir. Donc je suis vraiment très très embêté parce que 2 avertissements en 2 jours, malheureusement, eh bien, il y en a l'épée de Damoclès, hein, comme on dit, docteur. Ben oui, complètement. Il y a une épée de Damoclès sur la liberté d'expression en France qui est plus qu'une épée de Damoclès parce qu'elle tombe très souvent et qu'elle coupe ainsi la liberté d'expression en supprimant les plateformes. Ces plateformes obéissent aux autorités en censurant ni plus ni moins des propos qui pourraient être dérangeants pour le pouvoir, dérangeants pour des lobbies, etc. Donc, on se targue d'être des grands démocrates, on se targue d'avoir une devise liberté, égalité, fraternité. On est plutôt dans la censure, l'inégalité et la non-fraternité. Et donc, c'est très inquiétant parce que la liberté d'expression est le fondement de toute démocratie. Et s'il n'y a plus de liberté d'expression, on ne peut plus appeler ça une vraie ou une réelle démocratie. Et donc, ça doit nous poser vraiment question. Alors, il y a plein de gens que ça ne dérange pas parce que plein de gens ne se rendent pas compte, comme dans la fausse pandémie covidienne, tous ceux qui avaient reçu l'injection, qui avaient obéi aux injonctions d'injection, eh bien, ne se rendaient pas compte que ceux qui ne voulaient pas étaient mis de côté et ostracisés et ne pouvaient plus vivre comme ceux qui avaient obéi. Et donc, on se rend bien compte que quand on défend la liberté, eh bien, cette liberté a un prix car elle coûte très cher à ceux qui la défendent et ceux et celles qui nous écoutent le savent bien et l'ont vécu dans leur chair. De nombreux médecins, de nombreux soignants ont vécu cette non-liberté d'expression et cette censure qui s'impose à de plus en plus de Français qui défendent le juste, c'est-à-dire la simple liberté d'expression. Et toi, alors, comment tu vis aussi cette censure qui est la tienne? Comme tu dis, bon, t'es pas le seul, heureusement, ou
malheureusement, bien entendu, parce que forcément, il doit y avoir une forme d'égrégore autour de ça et de participation donc de tous ces gens activement dans ce mouvement de résistance contre le pouvoir établi. Mais toi, tu vis ça comment à titre personnel, un peu cette mise à l'écart scandaleuse, encore une fois, qui est la tienne. C'est une honte finie et c'est vrai que on le voit dans différents pays aujourd'hui, les médecins sont réhabilités les uns après les autres. Et il se trouve que toi, au milieu de cette tempête médiatique qui est la nôtre, dont on parlera au cours de cette émission, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, eh bien, tu es vraiment aujourd'hui dans le, je dirais, dans l'œil du cyclone, quoi. Tu vis ça comment, cette période-là? Eh ben, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que j'ai été tellement stupéfait de la décision de m'interdire d'exercer parce que je soignais correctement et qu'il n'y avait aucune plainte de malade. Pour moi, j'étais sidéré comme quand on vous annonce que quelqu'un que vous aimez est décédé, ou comme quand on vous annonce que vous avez un cancer. Vous êtes d'abord sidéré. Vous n'avez plus de mots. Puis après la sidération, il y a la colère. Et après la colère, il peut y avoir la résignation. Et après la résignation, il peut y avoir l'acceptation. Ben, je suis dans ces phases-là où je suis certes en colère contre une décision totalement injuste, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel, pour qu'en appel, de vrais juges, ceux-ci, qui ne jugeront pas politiquement mon activité, mais jugeront honnêtement, pourront se prononcer sur cette affaire qui est, on appelle l'affaire Geffard, et qui est une affaire qui fera date dans l'histoire de la médecine parce que les autorités ont décidé d'interdire un traitement qui marchait dans la sclérose en plaques, qui n'était pas toxique, qui était économique et efficace. Et donc, on en parlera à plusieurs reprises au cours du temps, parce que on ne peut pas taire ce qui se passe en France. Et donc, j'ai des hauts et des bas. Il y a des moments où je suis en pleine forme parce que j'ai plein de projets d'enseignement, j'ai retrouvé une certaine liberté d'action, etc. Mais on m'a enlevé le cœur de mon métier, qui est les consultations. Et on a essayé de m'intimider en disant, docteur, là, on vous a mis le colt sur la tempe, on n'appuie pas sur la détente, mais la prochaine fois, on appuie sur la détente. Et donc, moi, je suis pas seul. J'ai une femme, j'ai des enfants, je suis grand-père, etc. J'ai une entreprise, mon petit laboratoire, etc. Donc, je me dois d'être prudent. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait, de soigner les patients et mes patients selon ma conscience de médecin, selon la liberté, selon ce que me demandaient mes patients. J'ai répondu à ce qu'ils me demandaient, donc je ne regrette rien, mais je dois faire autrement et ne pas m'exposer inutilement. Et donc, je baisse un petit peu la tête pour éviter de me prendre les rafales de mitraillettes qui viennent des lignes ennemies d'en face. Mais je reste ce que je suis, un homme libre et indépendant, et je défendrai jusqu'à la fin de mes jours la liberté de prescription en médecine, la liberté d'expression en médecine. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être dans cette émission, qui est une émission où trône la liberté d'expression. Alors, tu parlais dans les différentes phases, tu comparais en fait la situation à un deuil, avec les différentes phases d'acceptation, d'intégration du deuil. Et dans la dernière phase, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'était l'acceptation. Mais toi, tu peux pas accepter ce qui s'est passé quand même. Toi, tu vas jamais pouvoir accepter en fait cette situation de fait Oui, qu'on t'a imposée. Tu vois ce que je veux dire? je comprends, je n'accepte pas, mais je ne me résigne pas non plus. Je suis dans une phase où je vais me battre en justice, puisque j'ai décidé de faire appel, mais vous savez, c'est très compliqué. J'ai toujours pas reçu, 2 mois et demi après la sentence du juge, les écrits, pour vous dire que la justice en France est malade. D'abord, elle juge mal. Deuxièmement, elle tarde à nous donner les écrits. Donc la justice est totalement malade, comme notre pays, à la hauteur de notre pays. Les avocats s'en plaignent d'ailleurs du retard de ces décisions. Et donc, je suis dans une phase où je vais me battre pour défendre l'honneur de la médecine, et l'honneur qui est le mien, et aussi l'honneur du docteur Geffard, qui est le plus grand chercheur sur les maladies neurologiques de ces 30 dernières années, et qu'on interdit d'exercer, qu'on interdit de rechercher. Bref, la France est devenue la Corée du Nord des nouveautés en médecine, et notamment naturelle. Et donc, je vais me battre, mais je suis aussi dans
troisième phase de ma carrière de médecin. Première phase, radiologue. Deuxième phase, 20 ans de médecine naturelle. Troisième phase, enseigner, vous former pour que vous soyez le plus libre possible, pour d'abord que vous ne soyez pas malade, que vous gardiez la bonne santé, et il existe plein de recettes pour cela, et puis ensuite pour éviter au maximum d'être hospitalisé ou opéré, et c'est le vrai rôle du médecin que de faire cela, et je vais vous l'enseigner. Et donc, dans cette troisième phase de ma carrière de médecin, je vais transmettre un peu la substantifique moelle de ce que j'ai appris pendant 40 ans d'exercice de la médecine. Ah ouais, donc tu vas devoir faire quand même un esprit de, tu vas devoir avoir l'esprit de synthèse, parce que j'imagine qu'il y a quand même des tonnes d'informations, notamment scientifiques, qui ne sont pas forcément appréhendables par tout le monde. Alors, le bon Dieu m'a donné ce charisme qui est l'esprit de synthèse et ce charisme d'expliquer des choses compliquées de façon simple. Et ça, ce charisme, je l'ai. Je ne m'en vante pas, c'est le charisme. Je n'ai pas le charisme du chercheur, du docteur Geffard. Je n'ai rien trouvé, c'est lui qui a trouvé. Mais moi, je sais expliquer ses recherches. Et donc, c'est là où nous faisions une très bonne association et c'est la raison pour laquelle on nous a attaqués. Parce que les recherches du docteur Geffard sont exceptionnelles, feront date dans l'histoire de la médecine. Et puis moi, j'arrivais à bien les expliquer pour que le kidam moyen comprenne. Et en fait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand quelqu'un ne veut pas que vous compreniez, il vous l'explique de façon floue. Parce que derrière, il n'y a pas de vérité, ou il y a des gros mensonges, ou il y a des sous-entendus, des malentendus. Eh bien, en fait, il faut expliquer les choses simplement. Et dans cette belle médecine qui est la médecine naturelle, il y a deux piliers, il y a l'intestin et le foie. Et en expliquant que l'intestin est plus qu'un filtre, qu'il est plus qu'un tube, mais qu'il est aussi un cerveau immunitaire et émotionnel, vous comprenez mieux l'importance de la nutrition pour nourrir ce cerveau d'en bas. Alors que si c'est juste un tube en caoutchouc, on se dit, bon, on peut lui mettre de la merde dedans, ça fera rien. Eh ben non, non, il faut pas mettre de la junk food, la merde nutritionnelle nord-américaine. Non, il faut mettre la bonne nourriture française et les bons aliments que nos paysans nous donnent. Et malheureusement, on le voit avec le Mercosur que la tartignole de Macron signe et qui veut mettre à mort l'agriculture française, c'est très inquiétant pour notre santé parce que on met des normes à nos agriculteurs pour que nous ne tombions pas malades, mais d'un autre côté, on va importer des tonnes de produits qui ne respectent pas ces normes qu'on impose à nos paysans français et on veut nous empoisonner pour qu'ensuite on tombe malade au profit toujours des mêmes lobbies. Donc, il faut se rebeller et les agriculteurs ont raison de se rebeller face à cette mise à mort programmée de la paysannerie française. En tout cas, moi, j'ai pu mesurer à travers le ton, la tonalité qui est la tienne. Et effectivement, on t'a senti extrêmement abattu et qui ne l'aurait pas été au moment où on s'est vu lors du verdict, c'était avant l'été. On t'a senti un peu régénéré en arrivant au mois de septembre. Et là, on te sent plus combatif que jamais. Et on ressent qu'on retrouve le docteur Trotta tel que vraiment les téléspectateurs ont pu t'apprécier parce que vraiment dans cette position-là, tu étais très très bon, très très fort, très punchy. Et en tout cas, comme tu le disais tout à l'heure, avec l'esprit de synthèse qui est le tien, tu arrives vraiment à avoir un esprit de persuasion et je t'en félicite véritablement et je pense qu'effectivement, la foi, comme pour moi, t'aide beaucoup dans cette forme de résilience en quelque sorte qui est la tienne, car c'est de la résilience, on peut appeler ça comme ça. Oui, alors tu as bien raison de parler de la foi. Bien évidemment, la foi m'aide énormément car moi je suis un homme. Vous le voyez derrière moi, c'est le symbole de ce Dieu que je suis qui s'est fait homme, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix de façon totalement injuste, avec un supplice atroce qui était réservé aux esclaves, la crucifixion. Et quand vous êtes médecin et que vous étudiez la crucifixion, c'est un supplice atroce qui a été précédé de la flagellation où Jésus aurait dû mourir tellement il avait reçu de coups. Et donc, c'est un Jésus presque agonisant qu'on a cloué sur la croix, qui s'est laissé clouer sans résister et qui est mort seulement au bout de 3 heures, alors que normalement, un homme de 30 ans meurt en 36 heures d'étouffement parce qu'il repousse sur ses jambes pour retarder l'étouffement et la mort. Et Jésus est mort en 3 heures. Et donc, Jésus a souffert pour nous de façon totalement injuste, a souffert quelque chose d'atroce. Il suffit de lire les passages de la passion donnée
par Jésus à Maria Valtorta pour que nous comprenions à quel point la passion du Christ est une souffrance atroce qu'il a endurée librement pour nous sauver. Et donc, quand moi je subis des avanies, quand Richard subit des avanies, moi je dirais, si on est chrétien, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément raison, mais que c'est plutôt bon signe qu'on porte notre croix personnelle qui comporte une part de souffrance et qui nous permet de participer aussi eh bien, à notre petit niveau aux souffrances qu'a vécu le Christ et de nous rapprocher de lui. Et moi, c'est vrai, le Christ, quand il est dans votre cœur, il vous donne un amour tel que vous pouvez supporter beaucoup d'injustices, que vous pouvez mieux les comprendre, car vous savez que, in fine, le passage sur la terre n'est qu'un passage. Hein, on le dit bien en latin, quand Jésus est mort, passus et sepultus est. Ça veut dire qu'il est passé où? Ben, pas dans la terre, de l'autre côté, là-haut, dans le ciel. Et c'est ce qui nous attend. Et donc, ben, les petites souffrances terrestres, il faut les relativiser à l'aune de la vie éternelle et de la félicité qui nous attend. Donc, moi, je dis à la limite, merci Seigneur de m'avoir fait passer par ce terreau de la souffrance, par ce fil de la souffrance. C'est vrai que je me suis senti trahi, abandonné, méprisé, humilié dans les journaux. Voilà, on vit tout ça, hein. Le nom jeté en pâture, etc. C'est pas facile. Le regard des autres après, etc. Mais j'ai reçu tellement de messages de soutien, d'encouragement de mes patients, des gens qui écoutent cette émission, des amis, de la famille, que je ne regrette rien et que je pense que cette souffrance, on dit la souffrance est rédemptrice, mais aide à mieux me connaître et va m'aider, je suis sûr, dans la mission qui m'est confiée, c'est de vous enseigner des recettes de médecine naturelle pour rester le plus longtemps en bonne santé et naturellement, sans injection. Alors, on va en parler bien sûr de la santé tout au long de cette émission. Peut-être un point d'actualité, parce que c'est vrai que l'actualité est dense, elle est riche. Par rapport à Sarko, par exemple, toi, tu en penses quoi de cette histoire, de cette mise en scène, du fait que maintenant il soit sorti, visiblement sans bracelet électronique, en tout cas à des heures qui ne justifient pas qu'il sorte de cette façon-là. Il a reçu en prison Darmanin, qui lui-même a maintenant interdiction de discuter avec lui. Quoi, on sent que tout ça est une sorte de méli-mélo médiatico-politico scandaleusement théâtralisé. Est-ce que toi, tu vois ça comment en fait? Quelle est ton impression, ton sentiment et celui des gens autour de toi quand ils regardent la façon dont est relatée cette histoire-là? Ben, moi, j'ai toujours de la compassion pour un homme qu'on jette en prison et dont le nom est sali. Donc, j'ai toujours de la compassion pour l'homme, etc. Parce que si j'allais en prison pour avoir soigné, mon nom serait jeté en pâture. Ah oui, il est en Ah, prison, donc c'est de sa faute, etc. Lui, Oui. il a quand même Alors attendez, voulu. non, oui, oui, non, moi, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Après, moi, en tant que citoyen français, euh, je n'ai pas été heureux du tout de la présidence Sarkozy, où finalement on a fait assassiner par notre armée un président d'un pays souverain, la Libye, et que je pense qu'il y a une histoire de vengeance personnelle et que c'est une grave erreur de Sarkozy d'avoir voulu se faire la peau de Sarkozy et en se faisant la peau de Kadhafi et en se faisant la peau de Kadhafi, eh bien, il a laissé ouvert les vannes de l'immigration africaine vers l'Europe parce que Kadhafi tenait son pays. Et que c'est donc une affaire montée de toutes pièces. Il suffit de voir que l'intervention française en Libye, elle a été promue et demandée par le sinistre et fameux BHL, qui n'est pas un artisan de paix, mais un fauteur de guerre. Et donc, Sarko a eu l'erreur d'écouter son ami BHL et de buter Kadhafi, parce que c'est comme ça que je l'ai vu, comme plein de Français l'ont vu. Eh bien, moi, je dirais ce mot de Talleyrand à propos de Napoléon suite à l'assassinat du duc d'Enghien. Il a dit, c'est plus qu'un crime, c'est une faute. Ouais.
Alors effectivement, aujourd'hui, il est sorti. On parle de lui maintenant pour réunir la droite tout entière. Je voyais que 75% des sympathisants du LR aujourd'hui souhaitent qu'il joue un rôle majeur demain dans la politique. Alors tu me diras, les LR représentent aujourd'hui plus rien. Le Ouais. peu qu'ils ont comme adhérents aujourd'hui, ils ont fui et c'est vraiment l'exode. Tant c'est un mouvement qui s'est complètement dévoyé, hein, alors que c'était un mouvement qui était noble à l'époque quand même. Tu vois, le RPR, on n'aimait pas, mais bon, c'était quand même un mouvement qui avait une densité, qui avait de vrais leaders, qui étaient combatifs, qui luttaient quand même sans merci contre le socialisme ambiant. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un parti qui s'est soumis en fait au pouvoir existant. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de voir ça. Alors, 75% du peu qui reste, c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup. Mais Et on puis, espère, en tous les je cas, rajouterai, ouais. si tu me permets, la deuxième faute majeure de Sarkozy, c'est d'avoir réintégré l'OTAN. Or, tout le gaullisme avait été de nous séparer du bellicisme anglo-saxon et de nous séparer de l'OTAN. Eh bien, Sarkozy a trahi totalement l'héritage du général de Gaulle là-dessus. Et ça, c'est la deuxième faute majeure de Nicolas Sarkozy. Et puis la troisième, c'est bien sûr l'Europe. Il n'a pas tenu compte du Ah ben, référendum. 2005. Ah oui, ça, De- troisième faute majeure qui fait que, voilà, il y a un moment, il faut que les politiques soient aussi, ne soient pas irresponsables devant la loi et devant les Français. Parce que toutes les décisions qu'ils portent, eh bien, ont une conséquence sur notre vie quotidienne. Le non-respect du référendum de 2005 par Sarkozy, qui s'est assis dessus totalement avec le traité de Lisbonne, fait que nous avons perdu notre autonomie, nous avons perdu notre souveraineté. Et on voit la France s'est totalement écroulée et continue à s'écrouler dans ce toboggan de la chute parce que nos élites, depuis 30 ans, nous trahissent le peuple français. C'est une vraie trahison. Eh bien, moi, je suis assez content que les politiques payent et assument leurs responsabilités face au peuple français. Et donc, je pense qu'en entendant cela de la part de nombreux Français, les oreilles de notre macrotte nationale doivent siffler parce que lui a encore plus trahi en vendant à l'encan les joyaux industriels de la France, en sacrifiant la paysannerie française pour les intérêts du Canada par le CETA, de l'Amérique latine par le Mercosur, etc. Bref, on n'arrête pas d'être trahi. Et c'est pour ça qu'une colère monte en France et qu'on ne pourra pas l'arrêter. On ne pourra pas arrêter ce vent de la colère populaire et à moins de nous mener, peut-être c'est ce qu'ils souhaitent, pour dériver l'attention vers la guerre contre les Russes. Exact. Alors, puisque tu parles de ces mouvements politiques, on va parler de résistance, puisque c'est un jour aujourd'hui de résistance, le 11 novembre. Alors, j'ai fait une minute là-dessus, et puis comme ça, tu vas pouvoir peut-être enquiller et commenter. Hommage ce matin à tous ceux qui se sont vraiment battus pour la France, pour ses valeurs, pour nos enfants. Ce jour du 11 novembre, c'est pas simplement qu'un jour férié, c'est vraiment un jour de mémoire. Et quand j'avais 18 ans et que je souhaitais faire un échange scolaire avec un jeune Allemand, eh bien mon grand-père à l'époque refusait de le voir purement et simplement. Il était encore trop marqué par la guerre, les pertes dans la famille. Un autre temps, une autre époque. C'est pour cela que quand je vois cette France être spoliée de la sorte, ce pays dénaturé, on se dit vraiment que c'est tout simplement pas possible. Notre pays a pu survivre grâce à leur sang, grâce à leur sacrifice. Aujourd'hui, c'est d'autant plus triste tout cela quand on voit ce qui est devenu la France véritablement sous nos yeux. Un pays où on ne peut plus entreprendre, ce pays où on n'est plus libre, ce pays où nos enfants ne sont plus en sécurité, un pays où on ne peut plus être soigné avec dignité et enseigné en paix. Un pays que beaucoup quittent aujourd'hui pour pouvoir vivre libre. Alors aujourd'hui, c'est plus la guerre des tranchées, c'est dans la rue que l'on se fait trancher. Triste France, pays de mon enfance. Ils se sont battus pour une France propre, pour une France libre, pour une France droite. Ils se retourneraient dans leur tombe s'ils voyaient ce qu'est devenu la France aujourd'hui, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, Ouais, ouais, c'est un peu la réflexion du jour, c'est qu'effectivement, ils se sont battus pour quoi, en fait? Ils se sont battus pour quoi? ben, ils se sont battus pour que nous restions libres. Ah ouais. Les paysans français, pendant la guerre de 14-18, qui a été une boucherie, la paysannerie française et allemande,
une guerre civile européenne. En fait, il faut voir la Première et la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre de 30 ans, qui est une guerre civile européenne, un suicide collectif de l'Europe. Alors certains disent que ce sont les empires qui sont à l'origine de ces guerres, et c'est l'appât du gain. C'est les empires se sont fait la guerre pour se partager les empires coloniaux. C'est une guerre capitalistique, c'est une guerre atroce avec des enjeux financiers énormes, et c'est un suicide total de l'Europe. Mais là-dedans, des gens, des paysans français en 14-18, des résistants en 39-45 se sont levés pour défendre la liberté, notamment en 39-45, où le Troisième Reich avait envahi la moitié nord de la France et pensait régner 1000 ans. C'est ce qui s'était fixé comme objectif. Et donc, vous avez une poignée de gens qui se sont levés. Pas beaucoup, hein. Je vous rappelle, les compagnons de la libération sont 1038. Ouais. 1038, pas beaucoup. Mais ils disaient tous, il ne suffit pas d'être nombreux, il suffit d'être courageux et déterminé. Ben, c'est ce qui se passe actuellement, où la France est de nouveau attaquée, mais de façon très sournoise. C'est pour ça que peu de gens résistent finalement, parce que c'est tellement subtil, mais finalement, de plus en plus de gens éveillés commencent à ouvrir les œillères et à se rendre compte que c'est pas si idyllique que ça, la situation française, et que si on continue comme ça, est-ce qu'on pourra continuer à vivre en paix et en liberté dans notre pays? Et donc, nos ancêtres se sont battus pour cela, enfin, certains de nos ancêtres se sont battus pour cela. Eh bien, moi, je trouve qu'il faut retrouver l'esprit de résistance et résister à, d'abord, la censure, résister à l'interdiction de la liberté d'expression, résister à l'asservissement par l'Union européenne qui est supranationale, et finalement, petit à petit, retrouver un peu les rênes. Et c'est possible, la France n'est pas foutue. La France n'est pas foutue. La France est aimée, elle est aimée de Marie. Il faut retrouver nos racines chrétiennes. Il faut ainsi revenir vers les fondamentaux. On le dit bien ici, dans cette terre du Sud-Ouest, dans le rugby, il faut revenir aux fondamentaux. Eh bien, c'est pareil, revenons aux fondamentaux de nos racines chrétiennes. Et c'est une guerre spirituelle plus qu'une guerre économique et politique. C'est un combat spirituel que je vous invite tous à mener en méditant, en priant, et vous trouverez au fond de votre cœur la paix nécessaire et la joie et la force pour combattre. Alors, tu parlais tu parlais tout à l'heure effectivement de Jésus, du chemin de croix, de la douleur qui était la sienne, euh, le caractère quasiment, c'était l'horreur absolue, hein, ce qu'il a pu vivre et tout ça. Et là, il y a une question de Marlène qui dit, mais vous, docteur, qui avez analysé tout ça et qui connaissez la douleur, jusqu'où va la douleur? Parce qu'il paraît qu'à un certain stade, il y a de l'endorphine qui est sécrétée par le cerveau et qui permet en fait d'adoucir cette douleur. Et au bout d'un moment, donc, le cœur lâche tout simplement. Donc finalement, à chaque fois qu'on pense qu'il y a une douleur absolument extrême qui conduit à la mort, en fait, tout reste supportable. Est-ce que toi, tu as fait des études par rapport à ça? Est-ce que c'est un domaine que tu connais, que tu as pu appréhender, tout ça, dans ton milieu médical? Oui, bien sûr, parce que nous, les médecins, sommes amenés à soigner la souffrance et la douleur, notamment physique, mais aussi la douleur morale. Et donc, la douleur physique, eh bien, il y a des médicaments qui marchent de mieux en mieux et qui vont du simple paracétamol aux opiacés avec la morphine, qui sont dérivés de l'opium et qui fonctionnent en arrêtant l'influx douloureux dans son chemin vers le cerveau. Et puis, il y a aussi des techniques comme l'acupuncture chinoise ou la neuroacupuncture auriculaire que je pratique et que j'enseigne dans une formation qui permet de bloquer aussi efficacement, et si ce n'est plus que les médicaments chimiques, le chemin de la douleur vers le cerveau, et qui permet, cette acupuncture, de sécréter dans le corps, là où ça fait mal, de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines qui sont nos morphines naturelles. Le corps est très bien fait et a des réponses à la douleur. Ça, c'est la douleur physique. Et il y a la douleur morale. Mais la douleur morale, c'est d'abord la compassion. C'est de compatir et d'écouter celui qui souffre moralement ou psychiquement. C'est de l'écouter d'abord. Un, l'écouter. Deux, la compassion. Trois, aider moralement et spirituellement.
Alors, il y a des molécules chimiques qui aident, mais les Français sont les champions du monde. C'est les benzodiazépines, les anxiolytiques, les antidépresseurs, mais il existe aussi des molécules naturelles. Le millepertuis, qui est contenu notamment dans Zénadocta, permet d'apaiser la douleur morale, la perte du moral. Les déprimes passagères ou légères peuvent être totalement guéries et soignées grâce au millepertuis, qui est une plante qui concentre le soleil et que vous retrouverez dans ce fameux Zénadocta que j'ai là ici, une capsule le soir au coucher. Ça vous permet de mieux dormir et de retrouver le moral quand vous êtes éprouvé moralement. La prière aussi permet d'aider la méditation. On sait que les études du cerveau par IRM fonctionnel montrent que quand on prie, quand on médite, on stimule certaines zones du cerveau qui permettent de moduler l'influx douloureux. Et donc, la méditation et les prières ont été étudiées biologiquement, physiquement, et permettent de sécréter l'hormone de la paix, la sérotonine, l'hormone de la récompense, la dopamine, etc., et permettent d'augmenter le seuil et la sécrétion d'endorphines à l'intérieur de notre cerveau et de notre cœur. Et puis, je vous rappelle que les chrétiens, on a un modèle de souffrance maximale qui est Jésus-Christ. Et ce modèle de souffrance maximale, c'est ce qu'on appelle l'agonie. C'est pas la mort sur la croix, c'est l'agonie au jardin de Gethsémani. Jésus savait, il était Dieu, il savait ce que c'était que le supplice de la crucifixion. Il savait qu'il y allait. Et quand ses apôtres dormaient, c'est pour ça qu'il nous dit de veiller, de rester veillé. Eh bien, dans ce jardin, couché, il a tellement souffert qu'il a sué des gouttes de sang. On appelle ça en médecine l'hématidrose. Hydrose, c'est la sueur. Hémat, c'est les hématies, c'est le sang. Donc, il a sué du sang. On dit suer du sang à des larmes. Il a sué du sang tellement il a souffert psychiquement de savoir qu'il allait mourir alors qu'il était innocent, mourir de façon ignoble, qu'il allait être flagellé jusqu'à presque en mourir, et que pendant ce temps, ses apôtres dormaient et que personne n'était là pour le soulager. Donc il s'est retrouvé seul, et il y avait le silence de Dieu. Ça, c'est la souffrance, je dirais, physique et morale et spirituelle, ultime et majeure de Jésus. Et moi, quand je regarde le film de la Passion de Mel Gibson, c'est extrêmement bien retranscrit, et c'est exactement ce qui est écrit dans les confessions de Jésus à Maria Valtorta expliquant sa passion. Et donc, nous avons un modèle, nous, de souffrance ultime, mais après cette souffrance, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu la résurrection, mais qui est l'événement cosmique majeur de l'histoire de l'humanité, la résurrection de cet esclave sur la croix. Les pharisiens étaient tellement contents, mais quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré, il y a eu un tremblement de terre, les morts sont sortis de leur cercueil. Et Jésus avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. C'est pas le temple avec les pierres, c'est son temple, c'est son corps qui a été ressuscité et qui est apparu à qui? À des hommes? Non, qui est d'abord apparu à une femme. Et à qui? À Marie-Madeleine. Un Rabouni, Abouni. Incroyable. Très bien. Toi, ce n'est pas des cours de médecine que tu me donnes ce soir, c'est des cours de catéchisme. C'est très bien. Mais en tous les cas, ce qu'on voit derrière tout cela, c'est que derrière l'agonie, tu disais tout à l'heure, il faut veiller à ce que les gens puissent survivre grâce à l'écoute. Toi, sans aller dans cette agonie-là que peuvent constituer les patients autour de toi, c'est vrai que tu as une oreille attentive. Et que même si aujourd'hui on t'a interdit d'exercer la médecine, ce qui est encore une fois absolument scandaleux, c'est vrai que rien ne t'empêche, et tu le fais quand même, de répondre, comme on le voit ici sur ce numéro de téléphone-là, aux patients qui peuvent être amenés à t'appeler et à demander quelques conseils spécifiques. Donc ça, tu le fais de gaieté de cœur. Ça, tu nous l'as confirmé la semaine dernière. Alors, bien sûr, ce numéro de téléphone, vous tombez d'abord sur mes assistantes. C'est normal, elles sont là pour vous répondre. Et quand il y a une vraie demande qui concerne des questions auxquelles mes assistantes ne peuvent pas répondre parce que je les ai formées
pour m'assister, pour m'aider dans ma noble mission, eh bien, je réponds. Et ça m'arrive de répondre moi-même au téléphone. Et d'ailleurs, souvent, les patientes ou ceux qui m'appellent sont « Ah, c'est vous, le docteur? Ben, je ne pensais pas tomber beau. » Eh ben, moi, je suis très content de vous parler. Qu'est-ce qui vous arrive? Et on parle. Et on passe des moments qui sont assez courts dans l'ensemble, mais qui sont suffisants pour que je comprenne la demande et qui permettent de répondre précisément à la demande. Et en fait, ce qui fait la force de mon petit laboratoire par rapport à plein de laboratoires créés par des start-upers ou des financiers qui sont totalement anonymes, c'est que derrière ce petit laboratoire, il y a des êtres humains et il y a un médecin qui a créé ce petit laboratoire, qui a 40 ans d'expérience de médecine, 20 ans de radiologie, 20 ans de médecine naturelle et qui connaît très bien l'efficacité de ces compléments sur plein de petits problèmes de santé qui nous assaillent, les douleurs articulaires, la déprime passagère, la baisse de morale l'hiver, le surpoids, l'intoxication du foie, les carences thyroïdiennes en iode, les bouffées de chaleur de la ménopause, etc., etc. Tout ça, vous savez que ça peut être soigné naturellement et qu'il n'y a pas forcément besoin de médicaments chimiques qui ont souvent des effets secondaires. Et c'est ça que moi, je vais vous enseigner. Et quand, par hasard, je tombe sur vous au téléphone, ben, je suis très heureux de vous conseiller dans un choix parfois qui est difficile à faire, quel complément il faut prendre, etc. Alors, il y a tout un blog de santé que j'anime. Et puis, avec ma fille qui est rentrée dans mon laboratoire, vous allez voir que petit à petit, nous allons moderniser, améliorer tout cela petit à petit. Nous allons vous tenir au courant, car on veut que vous ayez vraiment un outil efficace pour vous soigner à la maison. Voilà, soigner à la maison, effectivement. Alors, tu vas nous faire, et tu nous en as parlé, et c'est vrai qu'on t'en sait gré, de ces cours que tu allais nous prodiguer en fait à l'antenne maintenant. Je pense à partir de la semaine prochaine. Alors, il va falloir qu'on s'organise pour voir un peu comment faire techniquement et concrètement. Mais je pense que c'est effectivement très intéressant que tu puisses rentrer dans cette dynamique où tu vas plus forcément soigner et guérir, mais enseigner et professer. En fait, c'est ça maintenant ton nouveau charisme. Mon nouveau charisme, c'est ça. J'aurais toujours aimé enseigner la médecine à la faculté. Mais évidemment, c'est réservé aux professeurs agrégés. Et je n'ai jamais voulu me désagréger ma conscience en suivant une agrégation où vous êtes totalement formaté, une médecine trop chimique pour moi. Eh bien, finalement, ce charisme d'enseignant, je le trouve à la fin de ma carrière médicale. Et finalement, le médecin, quand il a autant d'expérience, qu'il a vraiment pratiqué la médecine, qu'il a touché du doigt la souffrance, peut bien enseigner ce qui fonctionne et surtout dire que telle pathologie peut répondre à tel type de plante, à tel type de complément, etc. On n'est pas là pour parler de guérison, on n'est pas là pour parler de solutions miracles, on est là pour vous donner des solutions concrètes à des problèmes précis de la vie quotidienne. Et donc, moi, je vous invite dans le chat à dire quels sont les sujets que vous voulez qu'on traite avec Richard pour que vous puissiez progresser et devenir autonome en matière de santé naturelle. On est là pour ça. Donc la balle est dans votre camp et moi, je répondrai à vos demandes en vous donnant un peu la substantifique moelle de ce que je sais et ce que j'ai pratiqué, expérimenté en médecine pendant 40 ans. Alors, c'est vrai que malheureusement, c'est assez troublant ce qui est en train de se passer là concernant cette chaîne, puisque à l'époque, tu te souviens, on les mettait, il y avait un nombre de réactions qui était absolument considérable. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas suivre tellement il y en avait et que ça défilait en fait. Il y avait quasiment une réaction toutes les 10 secondes et des questions toutes les 10 secondes. Et après, on était obligé de revisiter et on en prenait sur 10 minutes parce qu'on n'avait pas le temps en fait de revoir tous les chats qu'on avait. Là, aujourd'hui, j'ai pu dire en moins d'une minute l'intégralité des chats depuis le début de cette émission, c'est-à-dire depuis maintenant quasiment 35 ou 40 minutes. Donc, c'est vrai que c'est triste. C'est triste de voir cette difficulté que l'on a aujourd'hui dès lors qu'on perce à être complètement annihilé dans notre puissance de frappe et devoir revenir en bas de l'échelle, modestement, mais sûrement, et de devoir repartir à l'attaque et à l'assaut comme ça chaque année ex nihilo ou quasiment. Donc effectivement, on le voit ça à la fois dans la fréquentation entre guillemets du site, dans le nombre de gens qui regardent en direct,
mais également malheureusement beaucoup trop aujourd'hui dans le manque d'inscription dans les replays. Pourtant, des émissions comme celle-ci, comme celle de toute la semaine, sont des émissions absolument merveilleuses. Et si tant est que vous ne puissiez pas les suivre en direct et librement voilà, sur cette chaîne, eh bien, vous avez cette capacité, cette possibilité de pouvoir les retrouver, ces émissions, en replay, ce qui vous permet donc de les digérer et de les regarder à des horaires qui vous conviennent beaucoup mieux. Voilà. En tous les cas, ça, c'était pour les appels. Donc, toi, tu as une oreille très attentive vis-à-vis des gens qui t'appellent. Tu parlais également du laboratoire en disant que le laboratoire pouvait offrir une gamme de produits quasi complets. Alors, je rappelle également le nouveau code, si vous voulez bénéficier de 10%, c'est TV Docta, donc facile à retenir, TV Docta. Vous tapez ce code et vous avez 10% sur toute la gamme des produits ici présentés. Et vous avez donc cette possibilité donc, de soigner de façon naturelle toutes les pathologies qui se présentent aujourd'hui. Les grandes pathologies aujourd'hui, docteur, sont lesquelles? Alors, les grandes pathologies, c'est d'abord la dépression, l'angoisse, le mal-être, la difficulté de vivre. C'est énormément de problèmes intestinaux, de consultation des médecins concernent ce mal-être. Les gens qui ont des difficultés financières, qui ont des difficultés conjugales, qui ont des difficultés relationnelles, qui ont été maltraités dans leur enfance, qui ont été abusés, eh bien, portent cette croix toute leur vie. Et donc, les médecins, les thérapeutes, les psychologues sont là pour les aider à leur trouver des solutions qui ne soient pas des solutions de dépendance chimique. J'ai trop vu de gens sous camisole chimique passer à côté de leur vie parce que on les avait annihilés chimiquement. Le problème des antidépresseurs, souvent, c'est qu'ils coupent le psychisme de l'âme, la psyché de l'âme. Et donc, on voit des yeux qui sont éteints, qui ont perdu l'étincelle de l'âme. Or, on peut soigner autrement la déprime, les dépressions, l'angoisse que par les anxiolytiques et les antidépresseurs. On peut, eh bien, je vous ai rappelé, ça c'est très important, Zénadocta, hein, c'est un mélange de mélatonine. Hein, la mélatonine 1 mg permet de régénérer les cellules du cerveau. C'est un antioxydant et non pas seulement l'hormone du sommeil, parce qu'on peut penser que l'hormone du sommeil serait une autre hormone. Et donc, dans Zénadocta, que vous voyez, une capsule le soir au coucher, vous avez non seulement 1 mg de mélatonine pour régénérer votre cerveau, vous avez non seulement du millepertuis qui donne le moral, qui est cette plante jaune magnifique qui permet de concentrer les rayons du soleil et qui vont vous redonner cette belle énergie du soleil en vous. Il y a de la mélisse et de la valériane qui apaisent. Et ainsi, sans dépendance ni accoutumance chimique, vous pourrez petit à petit, grâce à Zénadocta, retrouver un sommeil plus récupérateur, régénérer vos neurones, vous apaiser et retrouver petit à petit le moral. Alors Zénadocta seul n'est pas suffisant, il faut l'amour de votre entourage, il faut de la compassion. Et puis je vous rappelle que certaines dépressions sont des dépressions carentielles, soit par carence en ce qu'on appelle les fameux oméga 3, qui sont capitales, et vous verrez que j'insisterai de plus en plus là-dedans. Et quand vous prenez par exemple Omedocta, une capsule le matin, vous apportez à votre cerveau les acides gras que nécessite votre cerveau. Car votre cerveau est fait à 70% de gras. Et il le faut du bon gras. Pas le gras du saucisson qui est bon au goût, mais le gras des petits poissons bleus qui concentrent les oméga 3 qui viennent des algues et du plancton. Eh bien, ces oméga 3 vont permettre de baisser l'inflammation dans le cerveau et de nourrir votre cerveau grâce au DHA, qui est l'acide cervonique et qui est vraiment l'acide gras qui nourrit le cerveau. Donc, vous avez des dépressions qui sont dues aussi à des carences en oméga 3. Et donc, ça, c'est fondamental. Et vous verrez que petit à petit, on vous parlera de tests en 2026 qui vous permettront de connaître votre statut en oméga 3. Et puis, vous avez aussi des carences en iode. Ça existe, des carences en iode. Et vous avez des gens qui sont carencés en iode et qui, de ce fait, perdent le moral. Parce que la carence en iode influe sur la thyroïde et peut donner une hypothyroïdie frus qui n'est pas forcément biologique, mais qui peut
baisser le moral. Eh bien, à ce moment-là, vous prenez de l'iode qui s'appelle Iodocta, une capsule le matin au petit déjeuner. Et pour savoir si vous êtes carencé en iode, il ne faut pas doser l'iode dans le sang, il faut le doser dans les urines. Il faut demander à votre médecin de faire une iodurie. Iode, urine. Iodurie, dosage de l'iode dans les urines du matin. Vous allez au laboratoire, vous faites pipi dans un bocal et 3 jours après, vous recevez le résultat. C'est pas remboursé malheureusement par la sécurité sociale. Ça coûte à peu près 30-35 €, mais vous connaissez votre dosage en iode. Et si vous êtes en dessous de 100, ben c'est que vous avez une carence. Et 50, c'est une carence sévère qu'il faut compenser par l'iode. Et où est-ce qu'on trouve l'iode dans l'alimentation? Dans les fruits de mer, dans les algues et dans les poissons. C'est ça, exactement. Et donc, ça rejoint ce que tu disais effectivement sur l'oméga 3. Après, dans le corps est composé à combien de pourcents d'eau? Près de 80%, hein, je crois. Ouais, 70 à 80% d'eau. Et donc, l'eau est capitale pour notre santé. On n'en parle pas assez. Je me demande là justement, docteur, combien de litres faut-il boire par jour? Car on entend tout et n'importe quoi à ce sujet, ce qui est vrai. Eh bien, ça dépend du climat. Si vous êtes en France en ce moment, eh bien, 1 demi-litre entre les repas, du petit déjeuner et du déjeuner, entre le déjeuner et le dîner, c'est suffisant. Mais si vous êtes en plein été et qu'il fait 35 degrés, ça passera à 2 litres. Donc, ça dépend de votre transpiration. Ça dépend de la couleur de votre urine. Si votre urine est foncée, c'est que vous êtes déshydraté. À ce moment-là, il faut boire pour que l'urine soit moins foncée. Ça dépend aussi de qu'est-ce que vous mangez. Si, par exemple, le matin, vous mangez une biscotte, mais bien évidemment, il faudra consommer plus d'eau que si vous mangez une pomme, une poire et une orange qui contiennent de l'eau. Ça dépend si à midi, vous mangez que des pâtes ou si vous mangez, par exemple, des légumes. Les légumes contiennent de l'eau. Donc, les légumes, les fruits contiennent de l'eau et c'est une eau excellente pour votre santé. Et puis, l'eau qu'il faut consommer doit être le plus pure possible. Et si vous n'avez pas des problèmes d'acidose métabolique, prenez une eau la moins minérale possible. Et donc, la moins minérale possible parce que l'eau doit être la moins minéralisée pour permettre d'éliminer. Les eaux alcalines, riches en minéraux, sont là pour compenser une acidose ou des problèmes de calcul rénaux, etc. Alors que les eaux moins minérales, moins concentrées en minéraux, permettent d'éliminer. Et l'eau est là d'abord pour nous hydrater, nous apporter les ions hydrogène et l'oxygène, H2O, dont nous avons besoin pour notre santé, mais aussi permettre par les reins de filtrer et d'éliminer beaucoup de déchets dans les urines. Et donc, quand vous êtes déshydraté, eh bien, vous pouvez fabriquer des petits calculs si vous avez une acidose métabolique. Moi, je sais que la seule fois de ma vie où j'ai fait une colique néphrétique, c'est en arrivant à Massinaggio, en Corse, car j'avais passé 36 heures sur le First 30 du bateau d'un ami dont le père était amiral. Et comme j'ai propension à avoir le mal de mer, pour pas avoir le mal de mer pendant 36 heures, je n'ai pas bu. Donc, je me suis déshydraté. En arrivant sur le ponton de Massinaggio, j'ai fait une fantastique colique néphrétique par déshydratation. Et d'ailleurs, les coliques néphrétiques, il y a des épidémies en juillet parce que c'est là où on se déshydrate. Et donc, les coliques néphrétiques et les calculs ne sont pas dus uniquement à la déshydratation. La déshydratation favorise la concrétion des petits cristaux et cette concrétion est facilitée par l'acidose. C'est-à-dire que vous ne mangez pas assez de fruits, pas assez de légumes et que vous consommez trop de laitage, trop de sucreries, ce qui était mon cas à l'époque. Et donc, en fait, tout ça, c'est assez lié, c'est assez simple. Et si on veut éviter de faire des calculs, il faut boire suffisamment, mais aussi baisser l'acidose métabolique, baisser les laitages de vache, baisser les sucreries et augmenter les aliments alcalinisants, les fruits et les légumes. Effectivement, alors là, il y a précisément Arthur qui pose cette question, docteur, qui coule de source par rapport à ce que tu viens de dire, puisqu'il demande si les laitages sont bons, et notamment le lait de vache, parce que là, lui, il a entendu dire qu'en fait, c'était extrêmement mauvais que de prendre du lait de vache aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il vaut mieux prendre du chèvre?
Alors, ça dépend de vos gènes. Si vous êtes normand ou breton, peut-être que vous avez les gènes pour supporter le lait de vache. Moi, je m'appelle Trotta, j'ai des gènes italiens à 25%. Eh bien, je n'ai pas forcément la lactase ou les gènes pour bien digérer les laitages de vache. Et pour moi, les laitages de vache m'acidifiaient, donnaient des rhumes et augmentaient les douleurs de ma spondylarthrite ankylosante. Donc, à partir de 40 ans, j'ai dû arrêter les laitages de vache grâce à des lectures, notamment les livres de Seignalé et de Kousmine, et bien m'en a pris, car 3 mois après une crise d'élimination d'acide, je n'avais plus de rhume et j'avais beaucoup moins de douleurs articulaires. Donc, les laitages de vache, pour certains, c'est des vacheries, pour d'autres, c'est bon. Ça dépend si la vache est élevée industriellement et consomme des aliments industriels comme le soja bourré de pesticides ou le maïs bourré de pesticides, ou si la vache broute de l'herbe bio. C'est pas du tout pareil la qualité de son lait. Est-ce que la vache est bourrée d'antibiotiques, bourrée de vaccins, bourrée de pesticides par son alimentation, oui ou non? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais moi, je dirais qu'en vieillissant, eh bien, il faut diminuer considérablement sa consommation de laitage de vache, notamment le lait et le fromage blanc, et opter plutôt pour des laitages plus digestes, moins nocifs, comme le lait de chèvre, le lait de brebis, qui sont cependant moins industrialisés que la filière du lait de vache. Et donc, il ne faut pas généraliser, mais si vous buvez du lait et que vous mangez des fromages blancs et que vous mangez du fromage tous les jours, vous n'avez pas de problème de santé, mais peut-être que ce lait ne vous fait pas de tort. Attention, dans les laitages de vache, on retrouve des facteurs de croissance qui fait que les peuples qui consomment le plus de laitage de vache, notamment les Hollandais, sont les plus grands du monde, mais peut-être aussi des taux de cancer du sein supérieurs aux autres moyennes européennes. Ce sont des facteurs de croissance d'ensemble, mais aussi des tumeurs, le IGF-1, et que dans beaucoup de laitages industriels, on retrouve des pesticides, et on sait que ces pesticides ont des formules un peu équivalentes aux hormones, œstrogènes, et peuvent augmenter le risque de cancer du sein, et que les pesticides aussi sont des neurotoxiques et peuvent favoriser les maladies neurologiques. Donc, vous voyez qu'en industrialisant la filière laitière, on a produit beaucoup plus de lait, mais on a dégradé la qualité de cet aliment. Alors, on a notre amie Anna là, qui pose cette très bonne question. Elle dit, docteur, vous êtes dans le sud-ouest. On sait par Jean-Marc Sabatier, homme que l'on aime beaucoup sur cette chaîne aussi, qu'il y a de l'ARN maintenant, notamment dans les animaux, puisqu'on les pique de plus en plus. Toi, tu fais partie du sud-ouest. Il y a des canards dans le sud-ouest, pays du foie gras, canards et compagnie. Est-ce que toi, tu continues à te goinfrer de canards, ou aujourd'hui, à chaque fois que tu en achètes, tu es un peu, je dirais, sur la réserve, comme dirait l'autre? Alors, n'ayez pas peur de tout, parce que sinon, on ne vit plus et on va vivre sous cloche. Moi, j'ai peur de tomber malade, comme beaucoup, mais j'essaie de trouver un équilibre entre ma peur de tomber malade, ma peur de souffrir parce que j'ai une spondylarthrite ankylosante, et donc mon côté un peu hypochondriaque. C'est quoi cette maladie Et pour que les gens connaissent? alors, Quoi? la spondylarthrite ankylosante, spondyle, c'est les disques, arthrite, c'est l'inflammation, ankylosante, c'est que ça ankylose. C'est une maladie auto-immune se développe chez les personnes porteurs du gène antigénique HLA-B27 que j'ai chez moi, et qui fait qu'à partir de 20 ans, vous avez des crises douloureuses du bas du dos. Vous avez mal au bas du dos, vous êtes obligé de vous mettre les mains en bas du dos tellement vous avez mal, qui attaquent donc les disques intervertébraux, qui attaquent les articulations sacro-iliaques, et puis au fur et à mesure des années, qui peuvent attaquer les genoux, les chevilles. Là, en ce moment, j'ai mal à un genou droit depuis justement le verdict inique de mon procès. Ça m'a déclenché une crise douloureuse de spondylarthrite. Et donc, quand vous avez cette maladie auto-immune qui est différente de la polyarthrite qui touche plus les mains et les articulations périphériques, eh bien, vous êtes obligé de modifier votre alimentation, ce que j'ai fait à 40 ans pour moins souffrir. La première médecine dans toutes ces maladies auto-immunes, c'est l'alimentation. Et donc, il y a 3 aliments qu'il faut diminuer
considérablement pour diminuer l'inflammation et les douleurs, c'est le lait, le blé, le sucre, qui sont les 3 aliments de base qu'on consomme beaucoup trop. Et donc, en baissant le lait, eh bien, on le remplace par du thé. Moi, je prends du thé vert le matin ou des tisanes. Voilà, pas besoin de prendre 3 litres de lait par jour, ni 3 produits laitiers par jour. Moi, je dirais 3 produits laitiers par semaine, c'est suffisant pour vous apporter la dose de calcium suffisante pour votre santé. Alors, en tout cas, c'est en ce qui me concerne, c'est ce que je fais, je m'en porte pas plus mal. Deuxièmement, blesser le blé, parce que le blé est le premier OGM, c'est bien signalé qu'il l'a montré, et que le blé, chez certaines personnes, avec son gluten, entraîne une colle, une espèce d'encrassement de nos mécanismes et de notre corps, et que notamment dans le cerveau, le gluten peut faire déprimer des personnes, et les personnes qui, en supprimant le gluten, au bout de 3 mois, retrouvent la clairvoyance cérébrale et la joie de vivre qu'ils avaient perdue, car le gluten, chez certaines personnes, pas chez tout le monde, peut être neurotoxique. Et puis le sucre, parce que le sucre, c'est comme de la cocaïne, c'est blanc, mais ça agit sur les mêmes récepteurs que la cocaïne, et c'est une véritable drogue. Beaucoup de gens sont addicts au sucre, et ce sucre, eh bien, est l'aliment principal des cellules cancéreuses, et donc ça développe les cellules cancéreuses en vous, ça favorise le diabète, ça favorise l'obésité, ça favorise l'acidose, donc la perte des cheveux, et les douleurs, et les rhumes, etc., etc. Donc, 3 éléments majeurs de nos civilisations occidentales, le blé, le lait, le sucre, qui sont bons, mais à diminuer en proportion et augmenter les aliments qu'on oublie. Par exemple, à la place du blé, des pâtes ou du pain, eh bien des lentilles, du quinoa, du riz complet. Apprenez à cuisiner cela tranquillement. À la place du lait du matin, une tisane ou du thé. À la place du sucre et des sucreries, un fruit. Le fructose est moins dangereux que le glucose. Et puis les fruits contiennent des antioxydants. Et puis allez dans les marchés de chez vous, parce que là, vous trouvez des fruits qui sont pas très jolis, mais justement parce qu'ils contiennent pas beaucoup de pesticides, qui sont encore, on a encore des producteurs qui font attention à ne pas pulvériser trop de pesticides sur leurs fruits et leurs légumes. Et donc, vous avez les producteurs bio, etc. Vous avez des petits producteurs qui n'ont pas forcément le label bio, mais qui ont des fruits excellents. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Alors, avant de passer à sur Doc Pascal, qui va peut-être faire une montée tous les mardis sur le chat. Il y a d'autres questions concernant le matin. Le matin, c'est en fait la grande question et l'épineuse question en termes de nutritionnel. Est-ce que d'abord le café, c'est bon? Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de naturel? C'est un bon produit à la base, non? Eh bien, moi, j'aime le café et je vais régulièrement le samedi matin chez mon ami Niaki à Bayonne comme barista faire les cafés parce que c'est là, j'aime discuter avec les gens et donc je sais préparer un bon café. Mais il faut que le café soit bien sélectionné, bien torréfié. Et donc, vous savez que, et les baristas le savent bien, plus le café est court, plus il contient d'arômes, moins il contient de caféine. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, 6 ou 7 estretto par jour et 1 ou 2 cafés allongés. Dans un café allongé, vous avez la même dose de caféine que dans 3 à 4 estretto. Donc, ça dépend des gens. Moi, j'ai un cœur qui bat plutôt assez vite, 70-80 par minute. Donc, si je prends 3 cafés, notamment du Robusta, mon cœur s'emballe un peu et ça me donne des anxiétés. Donc, moi, je prends plutôt de l'arabica, un mélange arabica. Et puis, si je prends un café allongé le matin parce que j'aime bien, eh bien, après, je prends des cafés un peu plus courts et j'essaye de ne pas en prendre plus de 3. Mais vous avez des gens qui prennent 10 cafés par jour et des cafés courts. Ça dépend des gens. Et ça dépend du café. Est-ce que votre café est bio? Est-ce qu'il est bien torréfié? Est-ce que ce sont de bons mélanges, etc. Comme pour l'été d'ailleurs, etc. Donc c'est à nous de choisir les bons produits. Mais le thé, c'est un stimulant intellectuel, le café aussi, etc. Ce sont des antioxydants, comme le chocolat noir, comme le vin rouge. Et donc ces boissons sont des boissons, le café et le thé qu'on a importés des pays tropicaux à partir du 15e, 16e siècle, 17e siècle. Eh bien, pourquoi ils ont tant d'engouement? Parce que ce sont des stimulants intellectuels.
qui nous stimulent au travail, comme le khat, quand j'étais au Yémen, stimule par ces amphétamines les Yéménites qui ont à la fois le café, mocha, les ancêtres du café, c'est un peu le Yémen, avec l'Éthiopie et le Yémen avec la ville de Mocha qui est sur la mer Rouge, mais ils ont aussi le khat qui contient de la cathnine, qui est un alcaloïde d'amphétamine et qui est un super stimulant intellectuel. De tout temps, les êtres humains ont essayé de combattre leur fatigue physique et psychique. Eh bien, le thé, le khat, le café, le tabac sont des stimulants intellectuels. L'alcool n'est pas forcément un stimulant intellectuel, c'est un euphorisant. Mais à grosse dose, comme le tabac, comme tous ces produits, sont toxiques. Alors, on salue la présence de Doc Pascal. Bonsoir, Doc. Bonsoir à vous deux. Adieu, Pascal. Salut. Voilà. Alors, Doc Pascal, éminemment sympathique et qui est tous les soirs à modérer le chat chez nous. Et c'est vrai que sa présence est vraiment salutaire. On le remercie. Alors, d'abord, comme tous les mardis, peut-être quelques nouvelles de Marine. Dont on parle maintenant le mardi. Et comment va-t-elle? Comment était-elle samedi dernier quand tu l'as vue? Un petit peu fatiguée samedi dernier. Apparemment, elle n'avait pas dormi la nuit d'avant. Elle ne supporte pas apparemment maintenant d'être toute seule la nuit dans le noir. Donc, elle s'exprime comme elle peut. Et lorsque les soignants viennent, dès qu'il y a une présence, elle ne dit plus rien. Voilà, on la voit ici. Marine, c'était samedi dernier. Effectivement, avec un papa qui est si bienveillant, si à l'écoute, qui a fait tant pour sa fille, malheureusement, qui est très, très gravement atteinte suite à un accident de voiture, Marine, dont on parle. Le docteur Trotta nous disait que c'était pas rédhibitoire, les connexions pouvaient vraiment, à terme, se refaire, même si la médecine n'y croit pas. C'est ça qui est incroyable, docteur. Ben, tout est possible, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. C'est vrai que quand on voit Marine comme cela, on s'est dit que ça va pas être facile. Mais enfin, moi j'ai connu dans ma carrière de médecin des gens qui étaient en fauteuil roulant, qui étaient mal en point et qui auraient appris petit à petit à retrouver l'usage de leurs jambes ou de leurs mains. C'est rare, mais ça arrive. Donc, quand on est médecin, on doit toujours voir la porte de sortie. Quand on est un papa, on doit toujours voir la porte de sortie pour sa fille. Et voilà, il faut toujours voir le positif parce que il y a des petites victoires. C'est un sourire, c'est un clignement de paupières, c'est des signes comme ça qui montrent que Marine, qui n'arrive pas à s'exprimer, peut s'exprimer autrement que par la parole ou par les gestes et par le regard, par le clignement, etc. Et donc, il faut d'abord bien entourer ces patients qui sont les plus faibles d'entre nous, mais qui ont souvent une force morale qu'on ne soupçonne pas. Et souvent, quand ils sortent du coma ou qu'ils sortent de ces conditions et qu'ils retrouvent l'usage de la parole, ils nous disent « Tu peux pas savoir, papa, comme ta présence m'a fait du bien, comme ton soutien m'a fait du bien. » Et donc, c'est là où on doit être présent. Et Pascal, vraiment bravo pour ce que tu fais pour ta fille, parce que tu as ta place quand tu es là comme père et que tu aides ta fille, que rien que d'être là, la présence, toucher la main, l'embrasser, la câliner, c'est ça les vrais traitements. Ensuite, peut-être qu'un jour, la médecine permettra de, pourquoi pas, c'est possible, de greffer sur la moelle épinière des petits programmes qui pourront permettre, par la miniaturisation, d'aider à marcher. Je sais qu'il y a des sociétés qui travaillent sur des exosquelettes pour permettre à ces handicapés moteurs de pouvoir se mettre debout. Bref, il y a des progrès qui sont possibles, qu'on peut attendre, mais quand on est un familier proche comme Pascal, qui est le père de Marine, eh bien, le meilleur traitement de Doc Pascal, c'est l'amour qu'il donne à sa fille. Merci, on essaye, effectivement, chaque semaine. C'est ce qu'on essaye de lui donner en souhaitant de tout notre cœur qu'elle arrive à surmonter tout cela et puis que les connexions arrivent à se refaire, quoi.
Alors, Doc, Après, vous pouvez noter, c'est intéressant parce que ça peut intéresser Doc Pascal, mais ça peut intéresser aussi nos auditrices et nos auditeurs. L'homéopathie est vraiment une très belle arme pour traiter les émotions. Et donc, vous pouvez noter que quand vous avez de l'anxiété, vous pouvez prendre Ignatia Amara, Ignatia, Amara, Amara, en 15 CH. Ignatia Amara. Donc ça, vous donnez 5 granules le matin. Et le soir, s'il y a des peurs, gelsémium, le jasmin, Gelsemium, 15 CH, 5 granules le soir. Et déjà, pour les examens, pour les enfants qui ont peur, qui ont des angoisses, pour Marine qui a peut-être peur du noir, ben vous essayez Ignatia 15 CH le matin, Gelsémium 15 CH le soir. On peut prendre tous les médicaments qu'on veut avec, tous les aliments qu'on veut avec, etc. Il n'y a pas de contre-indication à cette homéopathie que j'ai pu constater pendant 20 ans d'exercice de la médecine nutritionnelle qui fonctionne très bien et qui n'est pas cher. Et pour Marine, on sera obligé de le faire que lorsqu'elle sera sortie de l'hôpital, puisque pour le moment, on peut absolument rien lui donner. Ouais. Ils ne veulent pas, ça sort du protocole. Ouais, alors c'est malheureux, mais bon, on peut toujours se débrouiller quand on est avec sa fille, de lui mettre 5 granules dans la bouche, si elle ne fait pas de fausse route, bien évidemment, ou lui donner de l'eau informée, c'est-à-dire dans une bouteille d'eau. Bah, est-ce que tu donnes à boire à ta fille, non, Pascal? pour l'instant, elle ne mange, elle ne boit que par l'estomac, par la JEP. Que par sonde gastrique. C'est ça. Ah, d'accord. Que par sonde gastrique. Elle n'a pas la déglutition. Bah, ils ont essayé plusieurs fois. Et Elle fait des fausses routes? Non. C'est simplement que c'est encore compliqué. Ah bon, d'accord. Ok. Alors, effectivement, Doc, pour aller plus loin dans les investigations, se plaint justement du traitement, entre guillemets, qui lui est réservé quand même. Parce qu'il dirait, selon lui, on pourrait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, en fait, dans la prise en charge. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, ça dépend des équipes, hein, c'est pas facile. Hein. Il faut se mettre à la place des soignants. C'est au cas par cas, quoi. Ouais, c'est au cas par cas, c'est difficile. On a quand même des équipes on a quand même en France, on peut se dire, on a quand même aussi de la chance. C'est qu'on a quand même un système hospitalier, on peut le critiquer, mais enfin, vous avez un accident de la route, on vous ramasse, on vous remet en état, et ça vous coûte pas un centime, c'est-à-dire c'est la société qui prend ça en charge. Vous êtes aux États-Unis, Doc Pascal, là, s'il n'avait pas de mutuelle, il était ruiné. Donc, on a quand même un système qui permet d'amortir ces drames de la vie financièrement, notamment d'aider. Le triomphe de la sécurité sociale, c'est de mettre en commun nos moyens pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent être soignés comme le PDG. Ça marchait très bien jusque dans les années 90. Ça marche moins bien maintenant parce que, eh bien, évidemment, on essaye de privatiser la médecine et de dérembourser de plus en plus les Français qui s'en rendent bien compte. Mais on a quand même encore un système qui tient la route avec des équipes soignantes qui, dans l'ensemble, si on regarde les gens malveillants chez les soignants français, j'en connais pas beaucoup. Évidemment, pendant le Covid, comme il y en a qui ont eu peur, la peur donne des réactions aberrantes, d'agressivité, d'intolérance, de colère, etc. Mais hormis cet épisode totalement anormal, dans l'ensemble, et moi c'est ce que j'ai constaté dans ma vie de médecin, en écoutant mes patients, évidemment, il y a des médecins très maladroits, des cancérologues qui disent si vous ne prenez pas la chimiothérapie, dans 6 mois, vous êtes mort. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'est pas Dieu, il ne le sait pas. Et donc, on n'a pas le droit de dire ça à ses patients. Ça, c'est de la violence verbale, c'est de la violence morale, c'est du chantage. Et donc, il y a encore des médecins qui pratiquent ce chantage éhonté. Mais on trouve chez les généralistes, chez les spécialistes, dans le secret des consultations, beaucoup de bienveillance. C'est quand même un métier que les gens choisissent souvent, quand même, dans plus de la moitié des cas, par vocation. Et donc, et chez les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, etc., on trouve parfois encore plus de compassion. Et on a quand même des équipes qui font un travail de plus en plus difficile parce que pas bien payé,
avec de moins en moins de personnel et de moins en moins de moyens. Donc, c'est plutôt l'institution qu'il faut peut-être critiquer plutôt que les personnes qui y travaillent. Et il ne faut pas hésiter à demander. Parce que souvent, les personnes pourront plus ou moins répondre, mais si vous ne demandez pas, il faut demander. Il faut avoir aussi parfois des mots gentils, parfois de l'humour avec ces personnels soignants qui, toute la journée, ne font qu'entendre des plaintes. Ok, alors malheureusement, comme vous le savez, je suis chez l'habitant encore ce soir et très gentiment, mes hôtes sont là et attendent Ah ouais. que j'ai fini l'émission pour prendre le dessert qu'ils m'ont très gentiment réservé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de sucre, n'est-ce pas? J'avais quelques questions quand même qu'il y a eu sur les chats. Hein, alors, je vous laisse les poser, discuter encore une dizaine de minutes. Alors, je vais laisser Doc Pascal avec Pascal Trotta, donc le vrai docteur. Qu'est-ce que c'est Tout à fait. de nom? Vous ne pourriez pas changer vos noms. Aujourd'hui, on peut prendre n'importe quel nom. Avec Doc, on a un ami, n'est-ce pas, Doc? On a un ami, on ne le citera pas, hein, ici même. Il a changé combien de fois de nom? 4 fois, je crois. 3 ou 4. Qui? Au moins 3. Au moins 3. Moi? Non, on a un ami en commun, Doc. Ah, un ami. Ah oui. Il a changé 3 fois de nom et maintenant on peut changer de nom très facilement. C'est ça. Moi aussi, je dois y aller, donc je vais répondre à 2 questions si vous voulez, et puis on va laisser aussi Richard prendre son magnifique dessert avec ses superbes amis. Bon, alors déjà, il y a eu un message qui me dit vous manquez beaucoup à Lily et Pat de Corse qui te concerne. Oh, ben, je vous embrasse comme c'est pas permis. C'est vrai, vous me manquez aussi. C'est pas facile ce qui m'est arrivé. Moi, c'est un crève-cœur de plus vous voir en consultation, de plus vous entendre. Encore que vous pouvez m'appeler au numéro qu'on a donné, mais on va rester en contact autrement. Voilà, contre mauvaise fortune, comme vous, je fais bon cœur. On a passé des moments extraordinaires ensemble et j'ai eu la chance, vraiment la chance, et je remercie le Seigneur d'avoir eu des patients extraordinaires qui m'ont vraiment comblé et qui ont répondu à ma vocation de médecin. Bon, donc, puis on me dit aussi, je n'ai jamais aussi bien dormi que depuis que je prends Zenadocta. Ah, eh bien, merci. C'est vrai que dans l'ensemble, dans 80-90% des cas, rien ne marche à 100%. Eh bien, j'ai de très bons retours de ce Zenadocta que je vous remonte, qui est ce complément que j'ai mis au point, qui contient de la mélisse, de la valériane, du millepertuis et de la mélatonine et qui permet de favoriser un certain apaisement avant de dormir, de favoriser l'endormissement et de régénérer les neurones la nuit par sa mélatonine. Et donc, dans tous les problèmes d'insomnie, d'anxiété, de déprime, de soucis, de stress, avant les examens, avant l'entretien, etc., eh bien, ça vous donne, c'est une béquille naturelle. Et vous le prenez pendant 1 mois ou pendant 15 jours, et puis vous l'arrêtez quand vous allez mieux. Vous n'aurez pas de dépendance. Et donc, moi, je suis très heureux de l'avoir mouillé au point. Moi, je ne l'utilise pas car j'ai un sommeil magnifique. J'ai la chance d'avoir un super sommeil. J'ai la chance d'avoir le moral, de ne pas déprimer, même si on m'attaque, etc. Et donc, j'ai cette chance-là. Ma femme, d'ailleurs, se plaint. Elle me dit, t'as jamais peur? Oui, ben, quand on n'a pas peur, on n'est pas méfiant et on se prend des coups. Mais c'est comme ça, j'ai pas peur. Voilà, c'est une chance. Si j'ai peur de tomber malade, j'ai eu peur pendant le Covid qu'on me prenne ma liberté. Là, oui, j'ai eu peur. J'ai pas eu peur du virus. J'ai eu peur de l'absence de liberté. Et oui, ça me fait une trouille incroyable. Et c'est la raison pour laquelle moi je défends plus la liberté que la sécurité. On est d'accord. Il y a Isabella qui demande pouvez-vous traiter les problèmes de peau? Alors, ça dépend des problèmes de peau. Si c'est l'acné, oui, par la nutrition. Si c'est l'eczéma, oui, par les compléments alimentaires. Je vous donne une information pour l'eczéma. L'eczéma, souvent, ça a une origine intestinale parce qu'il y a un problème intestinal d'immunité et il y a un problème d'inflammation. Eh bien, pour l'eczéma, moi, je vous invite à essayer pendant 3 mois Prodocta. Voilà. C'est un complexe de probiotiques, une capsule le matin, et Omedocta qui va, lui, nourrir votre peau et
hydrater votre peau et baisser l'inflammation parce que l'eczéma, c'est rouge, c'est donc de l'inflammation. Donc, si vous prenez pendant 3 mois Prodocta, Omedocta, une capsule de chaque tous les matins et que vous diminuez les laitages de vache, les sucreries et le blé qui font du mal à l'intestin, petit à petit, vous allez améliorer votre eczéma. Et si l'eczéma est aggravé par le stress, eh bien, vous rajoutez Zenadocta, une capsule le soir au coucher. Et ainsi, naturellement, sans cortisone, parce que le problème de la cortisone, c'est que c'est trop efficace. Vous avez une plaque rouge d'eczéma, vous allez mettre de la cortisone, plus d'eczéma. Vous n'avez pas traité la cause, vous avez juste enfoui. Et le problème, c'est que si vous mettez de la cortisone, et plus vous en mettez, plus il faut en mettre. Et ça donne, au bout de 20 ans, le fameux syndrome de la peau rouge, qui est un eczéma qu'on ne peut plus soigner. Que j'arrivais, moi, à soigner avec les ondes scalaires, avec l'hydrogène, avec les compléments, avec l'acupuncture, etc. Donc, prenez de la cortisone comme une béquille si vous avez une soirée, un mariage pour le masquer, mais pas tous les jours. Et surtout pas sur le corps. Le moins possible de cortisone. C'est hyper dangereux, la cortisone. La cortisone, 5 jours, oui. Tous les jours de l'année, non. Oui, puis pour un problème peut-être particulier de peau, il faut peut-être mieux t'appeler directement. Oui, alors pour un problème particulier de peau, je vous rappelle que je consulte plus, mais je peux donner des conseils. Donc vous appelez ou vous envoyez un message par mail à mes assistantes, et là je vous répondrai, je vous donnerai des conseils. Quel type de complément prendre? Par exemple, on ne traite pas pareil l'acné, où il faut stimuler le foie avec Drenadocta, ce draineur qui permet de stimuler le foie, parce que l'acné, souvent, il y a un problème hépatique. Il y a souvent un problème hormonal à l'adolescence, mais c'est l'adulte. Et puis, il y a souvent un problème d'inflammation dans l'acné. Donc, il faut prendre Omedocta. Et puis, il y a souvent un problème nutritionnel dans l'acné. Donc, on ne traite pas pareil un eczéma qu'une acné. Et puis, une dernière Voilà. question. Avez-vous un traitement contre le diabète type 2? Ah oui, alors le diabète type 2, ça marche très bien. D'abord, il faut baisser son poids. Souvent, le diabète de type 2 est dû aux bons mangeurs. Vous n'êtes pas forcément gros, mais vous mangez trop ou trop de sucreries. Donc, c'est d'abord l'alimentation. Donc, lisez mon livre, L'alimentation, la première médecine. Vous apprendrez quels sont les aliments qu'il faut manger. Faites le micro-jeûne du soir avec Drenadocta, une dose bouchon de ce draineur qui contient des plantes dans cette petite bouteille d'eau, comme ceci. Et vous allez boire cela soit l'après-midi, soit encore mieux le soir à la place du dîner. Et vous faites ça 3 à 5 soirs par semaine et vous allez stimuler votre foie et maigrir. Or, le diabète de type 2 est souvent dû au surpoids. Et puis, dans le diabète de type 2, ce qu'il faut ajouter, c'est surtout ça. Omedocta, les oméga 3, 2 capsules, c'est pas une, mais 2 capsules par jour jusqu'à ce que l'hémoglobine glyquée, au bout de 3 mois, passe en dessous de 6,5%. Parce que les oméga 3 permettent de rendre l'insuline plus efficace. Donc, évidemment, quand vous avez un diabète de type 2, pas de soda, pas de sucre. Attention, les pâtes et le riz favorisent le diabète. Donc, consommez plutôt du riz complet, des lentilles, du quinoa et attention aux laitages qui favorisent le diabète, donc plutôt des tisanes et du thé, sans sucre. Formidable. Et c'est tout pour ce soir. Eh bien, c'est parfait. Bravo, vous avez été super attentif. Hein. Ah non, mais attends, c'était superbe. Hein. Ton émission a été merveilleuse ce soir. Et du reste, on retrouve notre public, on retrouve l'enchantement. Malheureusement, comme je le disais en début d'émission, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont raté le début d'émission. On a une chape de plomb maintenant et on a une épée de Damoclès puisqu'on a 2 avertissements maintenant sur les 3 qui sont tolérés. On a dit qu'au prochain avertissement, la chaîne allait sauter à nouveau. Donc je viens de dépenser des 1000 et des cents, et c'est peu de le dire, pour reconstruire cette chaîne qui malheureusement risque d'être détruite, je dis bien détruite par les autorités dans les heures ou les jours qui viennent. Mais malgré tout, on reste confiant puisque tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, c'est ce que le Christ nous a enseigné. En tout cas, merci beaucoup infiniment à tous les deux. Je vous invite donc bien sûr à vous abonner donc au replay pour regarder cette émission, pour la partager, pour l'envoyer à vos amis. Parce que vraiment, ce que nous enseigne et prodigue comme conseil du docteur Trotta est vraiment une mine d'or indéfinissable et que vous pouvez garder, donc bien sûr, dans les tréfonds non seulement de votre mémoire, mais également dans vos disques durs d'ordinateur pour pouvoir revisionner donc, ces émissions à rythme récurrent. Merci beaucoup, Doc, pour ta gentillesse. Merci, Doc Pascal, pour ton expertise.
Merci à vous, public, de m'avoir proposé, comme je l'ai dit en début d'émission, autant de lieux d'hébergement, puisque maintenant, je n'ai plus les moyens d'avoir un logement à moi, et donc je suis obligé d'aller squatter, entre guillemets, chez l'habitant, comme ce soir, ici même où je suis. Voilà. Mais bon, c'est la loi de la vie, c'est peut-être mon karma, comme dirait l'autre. Et c'est peut-être un juste retour des choses, une punition par rapport à des péchés que j'ai pu commettre. Tu y crois, ça, ou pas? Écoute, Richard, tu as un cœur gros comme ça. Le Christ n'a pas pris des saintes nitouches. Il a pris des gens qui aimaient. Toi, tu aimes les gens. Richard, on n'est pas parfait. Sinon, on ne serait pas des disciples du Christ, hein. On est, on est avec nos imperfections perfectibles. Et c'est pour ça que les gens nous aiment. Et c'est pour ça qu'on aime les gens aussi, parce qu'on ne se croit pas supérieur à eux. On ne fait pas la morale. On n'est pas là. On est là pour donner envie d'être plus libre, envie de se soigner autrement, envie de partager des bons moments. Et moi, je suis tellement content, là, vous pouvez pas savoir, 10 minutes avant l'émission, j'étais avec Richard et je l'ai vu à table, enfin en train de bien manger une botte dorade avec un couple qui l'a accueilli pendant 3 jours, 4 jours. Enfin, Richard mange bien. Continuez à l'accueillir comme ça, parce que c'est comme ça que Richard va continuer à faire du bien et prier, hein. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire pour l'archange Saint-Michel, l'archange Gabriel, pour que les forces du mal ne l'emportent pas sur cette belle chaîne de la Une TV. Priez Marie, qu'elle éloigne le diable et qu'elle protège cette petite chaîne qui est une chaîne vraiment d'unité, d'amour. La Une TV, c'est l'unité, hein. C'est vraiment, et c'est notre TV. Et on est fiers de l'avoir. Et merci Richard de tout ce que tu fais. Moi, je prie pour toi, je prie pour ton combat, et je t'estime au plus haut point, parce que c'est vrai que tu as une vie de nomade, mais tu continues. À chaque fois, on veut te rabaisser, et tu es là et tu renais comme un bouchon qui sort de l'eau, etc. Ben, que la Une TV vive. Bon, c'est pas un bouchon de champagne, en tous les cas, hein, qui crève sur le plafond. Hein, Bon, c'est il y a pas des le- Belges sur le chat qui ont dit que tu es, t'es le bienvenu en Belgique quand tu veux. Ah, bah, je sais, ouais. Je remercie mes amis belges, les amis suisses, les amis canadiens, tous les francophones, parce que les Français, malheureusement, pour des raisons d'ordre technique que vous connaissez, pour l'instant, je ne peux pas être en France. Mais bon, voilà, j'ai franchi la frontière, et bah, je tarde à y retourner en France, parce que j'aime ce pays, parce que ce pays me manque, et parce que mes enfants me manquent surtout énormément, comme vous pouvez l'imaginer. Merci beaucoup à vous, et puis à mardi prochain, à tous les deux, pour une nouvelle et superbe émission comme celle de ce soir. Je vous embrasse tous. Très bonne nuit à tous. Que Dieu vous garde et vous protège. Et haut les cœurs, et Amen. Alléluia, merci, à bientôt. Bonne soirée.